Emmanuel Macron au carrefour des migrations, au cœur de la lutte africaine contre les djihadistes. Avant Noël, le président est au Niger à la rencontre hier. On l'a suivi des troupes françaises de Barkhane. Et aujourd'hui, avec son partenaire clé dans le Sahel, le président Mahamadou Issoufou. On va suivre leur conférence de presse dans les minutes qui viennent. En attendant, dressons les enjeux de ce déplacement, de cette relation. Quelle coopération sur l'immigration comme sur la sécurité? Quelle est la menace aujourd'hui? La coopération internationale est-elle à la hauteur? Pour en parler avec nous, nos invités, Général Vincent Lanata, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'état-major des armées. À côté de vous, Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. De l'armée de l'air, pardon. Évidemment, vous n'êtes plus chef d'état-major, puisqu'on en a beaucoup parlé. Des armées, non, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Mais à vos côtés, il y a Driss Saïd Youssef, je ne me trompe pas, vous êtes bien là, vous êtes bien président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste de sécurité, merci d'être avec nous. Patrick Martin-Jeunier, avec nous également, bonjour, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir? On va voir ce que fait l'Europe également dans ce dossier. Et puis André Bourgeot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cette Afrique subsaharienne. Avant de se pencher sur les différents dossiers qui sont ouverts par le président depuis hier, on va se rendre sur place avec notre envoyé spécial Olivier Santiki qui suit de près le déplacement du chef de l'État. Si la France ne veut pas se désengager, elle veut tout de même pouvoir souffler un peu. Rendez-vous compte, dans 2 semaines précisément, ça fera 5 ans qu'elle s'est lancée dans cette intervention dont personne ne voit le bout. 4500 militaires environ au quotidien avec des drones, des avions, des blindés. Alors c'est vrai que rapporté au territoire, 6 fois grand comme la métropole, c'est peu, mais ça pèse très lourd sur la fatigue de l'armée et sur les finances publiques. 1 million d'euros par jour approximativement pour une lutte contre quelques centaines de terroristes, c'est le chiffre donné par l'état-major. Donc Emmanuel Macron presse ses partenaires régionaux de prendre en main leur propre sécurité. C'est le rôle que commence tout juste à prendre le G5 Sahel, le groupement de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina et du Tchad. Mais il faudra de la patience, d'abord pour réunir le budget de fonctionnement, 450 millions d'euros, et surtout pour que les forces locales rehaussent considérablement leur niveau de performance. On va revenir en longueur sur ces différents points, mais Général Lanata, l'enjeu c'est bien cela, préparer le passage de relais? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la France est engagée seule, ou presque, en Afrique. Certains pays européens ont des contributions, mais qui sont des contributions relativement modestes. Les Allemands, par exemple, mettent en œuvre 2 appareils sur le terrain de Niamey. Les Belges, les Anglais et autres Allemands font de la formation au Mali. Mais aujourd'hui, c'est la France qui a le poids de toute cette opération. Et ce qu'on vient de voir, c'est aussi que c'est l'armée française qui prend beaucoup sur ses épaules dans cette opération. C'est ce que disait Olivier Santiki, Driss Saïd Youssef. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vrai que c'est une zone qui est extrêmement stratégique. À la fois, les intérêts français sont nombreux. Si on prend rien que le Niger, et c'est du Niger qu'effectivement les centrales nucléaires françaises se ravitaillent. On pense notamment à Arlit et d'une certaine manière à la nécessité pour nous, en tout cas pour la puissance publique, de protéger les ressortissants français nombreux dans cette zone. Donc c'est vrai, quand on parle de la fin de cette opération, il faut rester prudent puisque la France devra rester présente notamment avec des moyens aériens puisque cette force du G5 n'a pas de moyens aériens et ne sait pas très bien utiliser les moyens aériens. Donc il faut rester un peu prudent sur le désengagement de la France de la zone. Avant de poursuivre, on va peut-être montrer, voir où se situe ce Niger et ce Sahel. C'est une zone qui est étendue sur plusieurs pays. Il y a 5 pays qui sont engagés dans le G5 Sahel. On l'a dit, peut-être une carte de là où se trouve Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc la capitale du Niger, Niamey. Regardez, ça c'est tout le Sahel, tous les pays engagés dans le G5 Sahel. C'est ça aussi la difficulté de ces opérations, Patrick Martin-Jeunier, c'est qu'on est là dans une zone évidemment très très vaste.
C'est une zone très vaste, une véritable volonté politique. Alors, je ne suis pas anthropologue spécialiste de cette région, mais il y a avant tout une volonté politique affichée, à la fois effectivement de lutter contre le terrorisme, vous l'avez dit, c'est une priorité essentielle, non seulement de la France, mais de l'Europe. Vous avez vu que le président de la République souhaite effectivement associer l'Europe plus avant dans cette aventure, en quelque sorte, et il a parlé hier de l'ennemi. Donc il faut lutter jusqu'au bout contre cet ennemi. Vous citiez quelques centaines d'hommes, effectivement, donc c'est important parce que ça conditionne effectivement la sécurité du monde et des pays européens en particulier. Mais il y a un autre aspect que le président de la République a développé et qu'il souhaite mettre en avant, c'est aussi une politique de développement, car naturellement, ce n'est pas uniquement par la répression, la lutte contre le terrorisme qu'on pourra effectivement améliorer la situation. Il souhaite développer un budget, y compris sur le développement, l'éducation. Il a parlé de la scolarisation des jeunes filles, sur le développement de façon plus générale. Et je crois qu'il y a un budget qui doit être consacré là-dessus. Et donc, c'est les deux piliers de la politique voulue par la France, dans laquelle il souhaite associer l'Union européenne. On en parlera peut-être. Oui, évidemment, on va en parler, mais d'abord cette question du développement. On a des régions qui sont là très fragiles, des États qui sont très fragiles. Oui, on peut considérer que l'ensemble des États-nations qui composent le G5 Sahel, puisqu'il s'agit de ça, sont en même temps loin d'être égaux. Mais je voudrais revenir sur la durée et rappeler quand même l'intervention de l'opération militaire Serval, qui à l'origine était prévue pour 6 mois. Et on constate que 5 ans après, la transformation de Serval en Barkhane est toujours présente. Donc c'est quand même significatif de quelque chose. L'opération Serval a été, il faut le rappeler aussi, puisque ça a été sollicité par l'ex-président par intérim, le professeur Dounkmounda Traoré, qui sur le plan constitutionnel étant président de l'Assemblée nationale est devenu président, et ensuite légalisé par la communauté internationale de l'ONU à travers la décision du Conseil de sécurité 2100, je crois savoir. Pourquoi je rappelle ça? Parce que ça va poser le problème des conditions d'intervention du G5 Sahel dans sa diversité opérationnelle, et donc une participation beaucoup plus diversifiée que celle de l'opération Serval, qui encore une fois avait été annoncée pour une durée de 6 mois et qui finalement, 5 ans après, c'est Barkhane. Voilà, c'était en janvier 2013 quand les djihadistes avançaient, notamment au Mali. Oui, sur Djibali et sur Mopti. Vous réagissiez, je voyais Driss Saïd Youssef. Oui, c'est ce qui vient d'être dit, c'est très juste. C'est-à-dire qu'à la fois le grand défi de cette force G5, au-delà de la mobilisation et de la formation de ces 4000 soldats, ça va être leur déploiement sur une zone, peu importe finalement les moyens aériens, mais ça va être le déploiement dans un certain nombre de pays qui ne tolèrent pas forcément que d'autres forces viennent. Parallèlement à ça, la réorganisation des organisations terroristes, puisque là on a vu qu'il y avait 3 organisations terroristes qui se sont regroupées précisément justement pour faire face à cette réorganisation, à la mise en place, à la montée en puissance de la force G5. Donc ça va être l'un des grands enjeux évidemment de ce G5, au-delà des moyens financiers, c'est la coopération entre les États qui ne va pas être très simple. Et d'ailleurs, on peut faire un point sur l'état de cette menace, sur l'état de cette bataille contre les groupes djihadistes. Il l'a dit hier, Emmanuel Macron, du terrain a été gagné. C'était face aux troupes françaises, les troupes de l'opération Barkhane, avec qui il a réveillonné un peu en avant. Je vous propose d'écouter ce que disait face à eux le président. Le président, que l'on entendra du coup un peu plus tard, il parlait de ces groupes qui frappent, je cite, de manière asymétrique, qui veulent le chaos, un terreau de radicalisation, mais un adversaire contenu, affaibli, divisé. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a des avancées. Il y a certainement des avancées. C'est un adversaire qui aujourd'hui doit représenter entre 500 et 1000 personnes, si on additionne tous les groupes terroristes qui sont en action. En face, on a 4000 hommes de Barkhane, on a des avions de chasse, des drones, mais il est très difficile pour une force organisée comme la nôtre de pouvoir pourchasser un à un tous ces petits groupes. Et on a mis à la disposition des forces des moyens, comme par exemple les drones américains Reaper. On a des moyens aériens, on a des moyens de détection. Et sur place, on peut dire que la liberté d'action de ces groupes terroristes est quand même limitée.
Et c'est déjà une première victoire. Mais on ne les a pas entièrement éradiqués, d'autant plus que la Libye est un fournisseur de moyens, d'armes et d'hommes, hein, qui est aujourd'hui incontrôlé et incontrôlable. Et parce qu'on est au carrefour de ces flux à la fois de djihadistes et de migration aussi. Voilà, c'est toujours très difficile de faire la part des choses, évidemment, parce que vous savez que l'immigration passe par ce canal. Il y a eu effectivement la Turquie, et puis il y a ce canal, effectivement, il y a l'immigration économique, il y a les personnes qui demandent des droits d'asile, donc qui sont étudiées. Il faut faire la distinction entre les deux. Il est hors de question de faire des confusions. Bien sûr. Hein. Mais je crois que ce qui est important, c'est aussi les moyens financiers, parce qu'il y a eu une réunion au mois de décembre récemment des pays de G5, une nouvelle réunion doit avoir lieu aussi au mois de février. L'objectif, c'est paradoxalement d'essayer de retirer peu à peu les forces françaises pour que ces pays puissent assurer leur propre sécurité, mais en même temps, on va continuer à parler de moyens financiers supplémentaires parce que ça coûte de l'argent et par exemple, l'Union européenne doit contribuer à hauteur de 50 millions d'euros à cette force et donc effectivement, il y a une sorte de contradiction entre la volonté d'assurer la sécurité, de permettre à ces pays de permettre elles-mêmes d'assurer leur propre sécurité, mais en même temps, on sent bien que cette opération, c'est ce que vous disiez, n'est pas finie. Elle est loin d'être provisoire, puisqu'on va parler au mois de février que les pays de l'Union européenne, les États-Unis et l'Union européenne elle-même puissent encore accroître les moyens financiers pour ces opérations de lutte contre le terrorisme. Et on va pouvoir réentendre ce que disait le président hier. Du terrain a été gagné. Je vous propose d'écouter donc ces mots face aux soldats de l'opération Barkhane. Certes, tout en évitant nos forces, ils continuent à agir, cherchent à frapper de manière asymétrique, à s'attaquer partout, aux symboles, car ce qu'ils veulent, c'est le chaos, ce qui est le terreau même de la radicalisation. Mais cet adversaire est aujourd'hui contenu, il a été affaibli, il a été divisé, du théâtre d'opération a été gagné, du terrain a été repris par votre engagement. Il s'agit tout à la fois d'un travail de patience qui, nous le savons, doit se conjuguer avec la fulgurance dans l'action. C'est cela le défi opérationnel qui est le vôtre, et je ne le sous-estime en aucun cas. Le défi opérationnel, parce qu'il faut rappeler dans quelles conditions évoluent ces djihadistes. On est donc dans cette grande zone, on le voit, qui est en grande partie désertique, où là aussi la présence de l'État manque. Pour répondre directement à votre question, je voudrais quand même faire observer la chose suivante, c'est que l'opération Serval a effectivement enrayé la descente des groupes armés salafistes djihadistes qui ont été stoppés à Konna et à Djibali, ça c'est incontestable, on peut le reconnaître. Depuis cette époque-là, ça veut dire depuis grosso modo août 2013, on assiste quand même à une prolifération de ces groupes armés salafistes djihadistes qui maintenant n'occupent pas simplement que le septentrion malien, mais qui sont extrêmement présents et efficaces dans le Mali central, c'est-à-dire dans toute la région de Mopti. Donc on ne peut pas dire que ce soit un très grand succès. D'une part. D'autre part, ça c'est en ce qui concerne à l'intérieur des frontières maliennes, mais ces groupes salafistes djihadistes ont fait des interventions à l'étranger, notamment au Burkina, notamment en Côte d'Ivoire, et puis aussi en Algérie. Donc vous voyez, il y a eu quand même une extension, une ramification extrêmement importante de ces groupes armés qui effectivement maintenant sont sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien et qui, je tiens à le souligner, interviennent quand ils veulent intervenir, là où ils veulent intervenir. Donc c'est quand même une menace et un danger extrêmement important. Est-ce que le G5 Sahel, on abordera probablement les conditions de coopération entre ces 5 États nations, aura capacité à, je ne dis pas endiguer, mais à enrayer cette prolifération, cette ramification, on le verra. Driss Saïd Youssef. En fait, ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir de quelle menace on parle. Si on prend par exemple le Niger était pris entre effectivement Boko Haram d'un côté, qui est globalement plutôt bien contenu, grâce à l'implication du Tchad et du Cameroun, le Boko Haram qui fait beaucoup moins de victimes en 2015-2016. On est au sud, à l'est du pays. Absolument. Et de l'autre côté, le Mali, qui effectivement, avec la concentration aujourd'hui d'une nouvelle organisation terroriste, qui est la fusion de Al-Mourabitoun, Ansar al-Sharia et Al-Qaïda au Maghreb islamique, là avec une organisation terroriste qui monte en puissance et qui effectivement attaque le Burkina, la Côte d'Ivoire, et c'est du Mali que des actions sont projetées au Niger avec la mort de 4 Bérets verts il n'y a pas très longtemps, ce soldats américains qui ont été pris d'assaut
grâce aussi à la complicité de villageois. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la zone est complètement infiltrée. Donc oui, on peut considérer que le Niger est un pays globalement stable, mais à côté de ça, le Mali, la situation au Mali est extrêmement préoccupante. Donc la force avant Servan, aujourd'hui Barkhane, a une base avancée à Gao au Mali, mais ça reste extrêmement difficile. Général Lanata, on parle de cette menace asymétrique sur plusieurs zones, plusieurs pays. Est-ce que les troupes, elles sont formées pour ça désormais? Est-ce qu'elles savent faire face à cette menace? Oui, évidemment. Je voudrais revenir un instant sur ce qui a été dit. On a parlé tout à l'heure de l'Europe, et je pense qu'on en reparlera. Mais il faut savoir que la défense de l'Europe et la défense de la France, elle n'est plus à nos frontières. La défense de l'Europe, elle est au Mali, elle est au Niger, elle est en Afghanistan, elle est en Syrie. Et c'est là-bas qu'il faut aller chercher les groupes. Les racines du pardon ? terrorisme. Ce sont les racines du terrorisme. Ce sont les racines du terrorisme qu'il faut éradiquer. On parle du G5 et on parle des moyens financiers. C'est bien de donner des moyens financiers. Encore faut-il qu'on arrive à mettre sur pied les troupes correspondantes et qu'elles arrivent à se coordonner, qu'elles arrivent à agir ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 3 mois ou en 1 année. Ça fait 1 an à peu près que ça a été lancé embryonnaire. Mais... Ça s'est lancé il y a une petite année, je dirais. Voilà. Mais seulement ce sont des choses qui se bâtissent dans la durée. On ne décide pas tout d'un coup que les soldats du Mali vont jouer avec les soldats du Tchad ou les soldats du Niger et qu'ils coordonneront et qu'ils feront une force coordonnée et efficace, si vous voulez. Donc tout ça s'inscrit dans le temps. Hein. Vous me posez la question de savoir si nos gens sont formés pour ça. La réponse est oui. La réponse est oui. Vous avez des opérateurs de drones qui surveillent et puis qui signalent les mouvements. Vous avez des pilotes de chasse qui sont capables, sur les informations des drones, de décoller et d'aller délivrer des armements au bon endroit. Vous avez des gens de l'armée de terre qui font des opérations sur les passes, en particulier entre le Niger et la Libye. Il y a un certain nombre de passes qui sont utilisées par les terroristes pour transporter du matériel, pour faire passer du monde, pour le cas échéant, alimenter les circuits de l'immigration. Hein. Et vous avez, par exemple, au Mali, vous avez l'opération Sabre, qui est une opération des forces spéciales françaises, qui sont tout à fait au cœur de ce qui peut se faire. Voilà. On en revient à cette question. La lutte antiterroriste se joue-t-elle en Afrique? Eh bien, le président a répondu hier, encore une fois, face aux troupes de l'opération Barkhane. Il a rappelé pourquoi ces 4000 hommes français étaient mobilisés dans le Sahel. Écoutez, c'est ici que se joue notre sécurité. C'est ce que disait Emmanuel Macron. Ce n'est pas tout à fait un hasard si je reviens une fois de plus au Sahel. Vous le savez, le Sahel est une priorité. C'est là que se joue notre sécurité. C'est là que se joue une partie de l'avenir du continent africain, mais également sans doute une partie de notre avenir. Voilà ce que dit Emmanuel Macron et c'est ce que dit également Mahamadou Issoufou, le président du Niger, avec qui il s'entretient, avec qui il va s'exprimer dans les minutes qui viennent. On le suivra sur LCI. Regardez, le combat que nous menons, nous le faisons aussi pour l'Europe, pour le monde entier. Le monde entier, sa sécurité qui se joue aussi ici, Patrick Martin-Génier. Oui, bien sûr. Enfin, je dirais que la menace est multiple. Elle ne se joue pas uniquement en Afrique, mais c'est un terreau particulièrement favorable, effectivement, à ce terrorisme. Mais je dirais qu'Emmanuel Macron a de la chance, effectivement, de pouvoir coopérer avec ces États. On peut peut-être regretter que l'Algérie ne participe pas directement à cette opération. On peut l'expliquer aussi pourquoi est-ce que l'Algérie refuse de participer. On ne sort pas des frontières. Exactement. C'est constitutionnel, il me semble. C'est culturel, mais l'Algérie a participé dans le financement à hauteur, je crois, de $100 millions
ces 6-7 dernières années pour équiper et pour former un certain nombre de soldats. Voilà. Mais je dirais que ça c'est un reste une élément problématique. important que l'Algérie puisse financer plus important. On peut participer financièrement, ce serait, je crois, un appui assez considérable dès lors aussi que l'immigration passe aussi par ce pays. Alors, on ne va pas faire la distinction, attention, il ne faut pas faire la confusion, mais je veux dire que l'objectif, c'est bien aussi, on l'entend bien dans la bouche des autorités françaises. On voit ces frontières-là, André Bourgeot, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais rappeler quand même qu'il existe le CEMOC à Tamanrasset, donc dans l'extrême sud algérien, le comité d'état-major opérationnel conjoint, dont les objectifs sont sensiblement les mêmes que ceux du G5 Sahel, c'est la première chose. La seconde chose, c'est une question que je me pose, je n'en sais rien, mais dès que l'initiative française a été prise de créer le G5 Sahel, est-ce que l'Algérie était sollicitée pour participer au même titre que les autres ? Probablement que non. Vous connaissez bien la susceptibilité de la politique algérienne. Donc, si on ne les sollicite pas, on va dire on n'est quand même pas des strapontins. Donc, vous voyez ça. Et par ailleurs, il y a un problème d'ordre constitutionnel, puisque de tout temps, depuis que la constitution de l'Algérie indépendante existe, l'Algérie ne peut pas envoyer ses troupes à l'extérieur. Mais elle peut quand même contrôler 1376 km de frontières communes avec le Mali. J'entends Idrissa Youssef réagir, oui. Oui, mais il y a un autre sujet qui est aussi problématique et qu'il va falloir un jour traiter, y compris avec l'Algérie. C'est celui que l'Algérie refuse, en tout cas, vend d'un très mauvais œil. Et c'est d'ailleurs un vrai défi pour un certain nombre de pays qui aujourd'hui vont bénéficier ou bénéficient d'appui des forces françaises. C'est la présence de forces militaires occidentales, d'une certaine manière, près de leurs frontières ou dans les territoires. C'est un véritable enjeu parce qu'il ne faut pas le nier. Le sentiment anti-français dans un certain nombre de pays qui bénéficient de l'appui des forces françaises. C'est le cas au Niger, d'ailleurs, aussi. C'est le cas au Niger, et l'Algérie le voit d'un très mauvais œil. D'avoir des forces françaises aux frontières, c'est très problématique. C'est le cas au Mali, à Tessalit. Et c'est le cas au Mali, bien sûr. Non, parce que vous disiez, je regardais récemment des sondages, parce que cette opération Barkhane est appréciée par les chefs d'État à juste titre, mais elle est diversement appréciée par les populations. Donc il y en a certains, effectivement, qui l'acceptent, d'autres qui l'acceptent moins. Par exemple, dans les villes, c'est mieux accepté que dans les contrées un peu plus rurales, n'est-ce pas? Et donc, il y a quand même parfois un sentiment qui est partagé entre l'appui à cette intervention de la France et un sentiment anti-français. On parlait encore récemment de la France-Afrique. Vous avez vu que le président de la République souhaitait allégé, qui ne souhaitait plus qu'on pratique ce qu'on a pratiqué pendant des décennies la France-Afrique, qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. C'est ce qu'il a dit à Ouagadougou. Mais il y en a toujours une par le fait. Et donc, mais il essaye de faire évoluer, et je crois que ce qu'il essaye de faire par le G5, c'est à la fois effectivement de développer la sécurité, mais en même temps essayer de développer l'aspect développement économique, qui est pour lui, à mon sens, essentiel, qui doit encore se concrétiser. Cette influence militaire, elle évolue ? Oui, mais c'est un sentiment, et je vais tout à fait dans votre sens, qui est d'une part anti-français, qui peut être taxé de reconstituer la France-Afrique, et d'autre part anti-européen et anti-français pour des visées colonialistes. Et ça, c'est quelque chose qui au niveau de l'opinion, est très, très réel. Parce que, oui, Idrissa Youssef, parce qu'il faut être assez vigilant sur pourquoi on a un sentiment anti-français qui se développe, mais on l'a eu dans d'autres pays ailleurs. C'est simplement parce qu'on a des chefs d'État qui sont incapables d'expliquer à leur population pourquoi nous avons besoin des Français. Je rappelle que le Mali a été sauvé dans le cadre de l'opération Serval parce que les djihadistes étaient aux portes de Bamako. Et voilà pourquoi, effectivement, nous avons un engagement des forces françaises dans ces territoires. Il faut que les chefs d'État puissent expliquer pourquoi nous avons besoin des Français. Si on refait un peu d'histoire, la progression des djihadistes en 2013 vers Bamako était inexorable. Personne n'aurait pu les arrêter. Et il a fallu qu'on envoie 4 avions qui ont décollé de Saint-Dizier, qui ont fait des missions de 10 heures pour stopper net cette progression. Et cette progression a été stoppée parce qu'immédiatement, toutes ces forces qui progressaient vers Bamako ont été détruites. André Bourgeot. Oui, dans le contexte de l'époque, il faut rappeler quand même que l'intervention de l'armée française a été perçue comme une armée de libération. C'était bien une armée de libération. Le nombre de petits drapeaux bleu-blanc-rouge qui ont été vendus, certains se sont fait des fortunes à cet égard. Mais c'est un succès, enfin, ça a été une approbation qui a duré 7 à 8 mois. Ensuite, il y a eu quand même un renversement de l'opinion publique vis-à-vis de l'opération militaire française. À cet égard, je ne pense pas qu'on puisse dire une politique anti-française
française. Je pense plutôt que c'est une attitude à l'encontre de la politique française. Mais venant de Bamako et de Niamey, je n'ai ressenti aucune hostilité à l'égard des Français qui continuent à sillonner, à circuler. Donc il faut établir une distinction entre les deux, je pense que c'est important. Et à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron, plus précisément, qui est donc allé au Burkina Faso pour ce discours très remarqué, évidemment, très attendu aussi. Est-ce que là aussi la position de l'opinion évolue dans ces régions-là ? Elle évolue diversement. En tout état de cause, c'est quand même une pratique, un comportement inédit. Le fait qu'ils veuillent dialoguer avec les étudiants burkinabés, ça rappelle un petit peu les assemblées générales de l'université. Ça a été un peu cette ambiance-là. Donc il y a quelque chose d'inédit et bien sûr de nouveau. Reste à savoir quelles sont les possibilités d'application. Le discours de Ouaga a été les grandes lignes de la politique française, même s'il récuse le fait que la France n'a pas de politique en Afrique. Là, bien sûr, il est évident que la France a une politique en Afrique. Il y avait autrefois la cellule africaine de l'Élysée, il le transforme en Conseil présidentiel de l'Afrique. Et donc c'est quelque chose aussi qui est beaucoup plus personnalisé. C'est plus une référence à l'Élysée. Donc c'est symbolique, l'Élysée. Ce qui est symbolique, c'est aussi Conseil présidentiel, c'est-à-dire ça tourne autour de lui. Donc la question, si on est un peu mauvaise langue, c'est est-ce qu'il n'y a pas une personnalisation du politique, notamment celle de l'Afrique ? Ce conseil présidentiel, c'est tout à fait quelque chose de tout à fait inédit, puisqu'il associe également la société civile. Donc il a pour objet d'élargir un peu le conseil à Emmanuel Macron sur l'Afrique. Vous parliez d'une cellule africaine. En effet, il n'y a plus de cellule africaine. C'était Jacques Foccart du temps du général de Gaulle. Donc il avait des relations personnelles avec les chefs d'État, mais il y a toujours un pôle diplomatique à l'Élysée. Il y a toujours un conseiller Afrique, un conseiller technique Afrique, un conseiller Maghreb, Afrique du Nord. Donc il y a toujours des gens qui sont là pour conseiller le président de la République. Et par conséquent, il y a une politique africaine de la France. Mais ce qu'a voulu dire le président de la République, ce n'est plus la France-Afrique telle qu'on a pu la connaître. Parce que la France-Afrique, c'était un peu sulfureux, si vous voulez. C'était un mélange de relations post-coloniales, d'affairisme, comme on l'a connu pendant des décennies. Et c'est de cela dont il veut s'affranchir et que le discours de Ouagadougou a marqué. Et il veut s'en affranchir, mais cela existe encore alors qu'il est, les intérêts, vous en parliez tout à l'heure, Driss El Youssef, les intérêts sont aussi financiers, par exemple. Oui, c'est pour ça que quand on parle de la France-Afrique, il faut savoir ce que c'est. C'est-à-dire que si c'est la France-Afrique, on défait un chef d'État, effectivement, Emmanuel Macron a dit que c'était terminé. En revanche, et n'importe quel pays, n'importe quelle puissance du monde le fait, que ce soit les États-Unis, la Chine et d'autres pays, la France doit avoir une politique économique en direction d'un certain nombre de pays d'Afrique. Et le Niger répond parfaitement, effectivement, à cette volonté du chef d'État africain d'entretenir des relations avec un pays qui alimente nos centrales nucléaires. Il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a de l'uranium. Enfin, voilà. Donc, voilà. En revanche, sur le Mali, c'est un peu problématique. On voit bien le président de la République s'agacer un petit peu des atermoiements ou de l'incapacité du président Ibeka, de sa capacité à réinstaurer l'état de droit dans un certain nombre de territoires. Voilà. Mais une politique française de développement en direction d'un certain nombre de pays d'Afrique, elle est parfaitement légitime. Oui, je prolonge votre discours parce que la France a été une puissance coloniale sur aussi bien l'AOF que l'AEF, c'est-à-dire toute la partie ouest de l'Afrique. Et on ne peut pas rayer d'un trait de plume tout ce qui a été fait, si vous voulez. Et aujourd'hui, il y a des intérêts français qui, d'ailleurs, sont utiles au pays en question. Et il y a des ressortissants français dans ces pays-là en nombre. Il y a plusieurs dizaines de milliers. Ils continuent à faire marcher l'économie. Je voudrais apporter une précision pour ce qui concerne les opérations sur le terrain. Sur le terrain, vous avez dit à juste titre que Serval, c'était pour une durée de 6 mois. Il a rempli son rôle. Et ensuite, comme c'est tout le temps la même chose dans l'histoire, il y a l'enlisement. C'est-à-dire qu'on considère qu'on va rester 6 mois. Au bout de 6 mois, ce n'est pas terminé. On envoie des troupes. On en enlève un peu pour faire en sorte que, on dégraisse. Mais on est obligé d'en remettre ailleurs. Et c'est comme ça que ça se passe. Prenez ce qui s'est passé en Afghanistan ou ailleurs. C'est toujours la même logique. Et juste, je m'arrête une seconde, puisqu'on voit ces images des pupitres. On va peut-être pouvoir revoir cette image il y a quelques minutes de ces pupitres qui attendent donc les deux chefs d'État. Je vous le rappelle, Mahamadou Issoufou, le président du Niger, qui reçoit Emmanuel Macron, le président français. Ces deux pupitres qui sont prêts. Il va y avoir donc
un discours. On l'attend en 3 axes, encore une fois, militaire, immigration, la jeunesse. C'est un peu ce qui peut résumer la politique africaine d'Emmanuel Macron, Driss Saïd Youssef. La jeunesse, c'est clairement un enjeu extrêmement important, dans la mesure où effectivement c'est de la jeunesse que peut venir cette mobilisation qui peut être un peu le carburant du djihadisme. Et si on prend la situation par exemple au Niger, où globalement un Nigérian sur 2 est un mineur, un taux de fécondité qui dépasse en gros 7 il a 7,9. C'est ça, 7,6, voilà, en moyenne de 7,6 par femme, ce qui est beaucoup, c'est l'un des plus importants dans le monde. Donc là, il y a véritablement un enjeu pour le Niger. C'est un vrai sujet. Il y a ce sujet, oui, du développement qui a été souligné par Emmanuel Macron. D'ailleurs, dès ses premiers voyages au Mali, c'était le 19 juillet, c'était donc moins d'une semaine après son arrivée à l'Élysée. Là, il a voulu marquer le coup et il tient sur la distance, Patrick Martin-Jeunier, sur ce plan-là. Écoutez, c'est comme la politique européenne, il faudra faire un bilan dans 1 an ou 2. D'abord, il faut mobiliser des crédits. Alors, les crédits ne suffisent pas, on est bien d'accord. Hein, mais lorsqu'on dit que c'est une situation qui ne doit pas perdurer, on s'aperçoit qu'au mois de février, on va encore négocier des moyens supplémentaires. Donc, ça veut dire que cette opération est là pour durer. Mais il est vrai qu'il veut absolument doubler. Et je crois que c'est un message important qu'il a délivré aux étudiants à Ouagadougou. Il veut doubler cette politique d'une politique de développement. Vous parlez de la fécondité, mais il y a la scolarisation, il y a les projets de développement. Et la France veut apporter des crédits. L'Union européenne également veut apporter des crédits. Il y a des accords de Cotonou, des accords de développement. Et il n'y a pas que l'État. Il faut savoir aussi que les collectivités territoriales vont sur le terrain pour faire des projets concrets de développement. Et ça, c'est tout à fait important. Donc, effectivement, est-ce qu'il va tenir dans la durée? C'est une vraie question. Ça dépendra des moyens financiers et du caractère opérationnel de ces projets qui conditionnent, on est bien d'accord, le fait que ces populations puissent continuer à vivre dignement dans ces pays pour ralentir, il ne faut pas se cacher la face, ralentir les flux de migration vers l'Europe notamment. Justement, je voulais citer le colonel Colcombel. Il est adjoint au commandant de Barkhane, le général Guibert, et il a dit en marge de cette visite du chef de l'État, le fond du problème n'est pas le terrorisme, c'est le sous-développement, les trafics et l'impact de la croissance de la population. C'est cela qu'il faut résoudre. En grand connaisseur de cette région, vous souscrivez ? Oui, je voudrais attirer l'attention sur l'attitude du président Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, qui est très attentif sur l'évolution de la situation politico-militaire au Mali. Parce que l'État malien est actuellement placé dans des processus de déliquescence. On peut considérer que les 2/3 du territoire malien ne sont plus sous l'autorité de l'armée malienne et de l'administration civile malienne. Donc si cette situation se dégrade, inévitablement, il y aura des conséquences catastrophiques sur le Niger. Le Niger, actuellement, vous avez Boko Haram à l'est, vous avez en Libye les forces salafistes djihadistes, et sur la frontière malienne, vous avez maintenant aussi la nouvelle tendance incarnée par l'État islamique, par M. Sahraoui, qui a fait une scission à l'intérieur d'Al-Qaïda. Donc vous voyez, c'est même pas un étau, c'est-à-dire que le Niger est carrément encerclés par des forces djihadistes aux comportements qui sont exactement les mêmes que ceux qui interviennent au Mali. Donc il y a un danger extrêmement important. À cette différence près, c'est que l'État nigérien existe, il n'est pas dans un processus de déliquescence, ce qui est le cas au Mali. Mais attention, la Libye, c'est frontalier. L'extrême sud algérien est frontalier aussi au Niger, d'une part. D'autre part, ça, c'est pour les groupes armés salafistes djihadistes. Mais on ne peut pas déconnecter ces groupes-là de toute la criminalité organique. Je dis bien une criminalité organisée qui se combine aussi à ça. Donc, vous voyez, il y a quand même des dangers extrêmement importants. Rajouter à ça, et je l'inclus dans la criminalité organisée, le problème de la drogue. Tant que le problème de la drogue ne sera pas résolu, mais tant qu'il n'y aura pas une volonté politique sur l'ensemble de cet espace saharo-sahélien de lutter contre la drogue, c'est pas simplement que le cannabis, c'est aussi la cocaïne qui circule pas simplement du sud au nord, mais aussi de l'ouest à l'est. Donc vous voyez l'ampleur des difficultés. Alors est-ce que le G5 Sahel aura capacité, dans les conditions d'existence actuellement, il ne faut pas minimiser le fait que le G5 Sahel jusqu'à présent n'est pas homogène. Vous avez intervention dans le cadre du multipartisme, mais vous avez aussi intervention dans le cadre du bilatéralisme. Donc tout à l'heure, on parlait du problème de la durée. Le problème de la durée va se matérialiser au niveau des relations bilatérales. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Donc au niveau bilatéral, un État peut très bien dire « pour moi c'est un échec, je m'en vais ». Justement, comment s'organisent les états-majors entre eux pour coordonner ce type d'opération de très grande ampleur ?
Vous souriez. Je souris parce que ce n'est pas quelque chose qui se résout comme ça, parce qu'il faut avoir en face de soi des états-majors qui eux-mêmes sont organisés, si vous voulez. Hein. Et ensuite, on met en place, regardez ce qui se passe au niveau de l'Europe. Hein, la coordination des états-majors, ce n'est pas quelque chose qui est tellement évident, qui se fait, hein, ça existe, mais on a affaire à des états-majors qui sont bien organisés. Je voudrais faire une remarque, ce qui s'est dit précédemment. L'option militaire n'a jamais réglé tous les problèmes. J'allais vous poser la question. Mais je crois qu'il faut être clair. L'option militaire, elle est là pour marquer un coup d'arrêt à un instant donné, pour, le cas échéant, comme ça se passe en Syrie et en Irak, eh bien pour détruire un État voyou. Hein, mais il faut tout le temps qu'il y ait une action politique, une action économique. Dans le cas présent, les terroristes, ils fleurissent sur le terreau de populations qui sont laissées en fin de compte à l'abandon. Et il faut que pour reprendre le dessus, il faut qu'il y ait un investissement important en matière économique et en matière structurelle, je dirais. On jette un coup d'œil à cette tribune. Ça y est, cela semble presque prêt. Hein. Les drapeaux sont en place désormais pour ces deux présidents qui vont s'exprimer dans les minutes qui viennent. On suivra évidemment cette intervention sur LCI avec vous. Vous évoquez cette aide à l'économie, au développement. On le disait, il y a 400 millions d'euros qui sont promis pour le développement du Niger sur les 4 années à venir. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux, Patrick Martin-Genier ? Écoutez, on peut toujours dire que ça ne suffit pas. C'est quand même un début, c'est de l'argent. Et monsieur évoquait tout à l'heure le problème de la gouvernance. Je trouve que ça pose aussi un véritable défi de la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne contribue financièrement, mais il faut aussi s'assurer que les fonds arrivent correctement. Alors on dit que c'est difficile parce qu'il faut s'assurer que ces fonds sont correctement utilisés. Donc dans un premier temps, je crois qu'il faut véritablement avoir un contrôle, sans pour autant s'immiscer dans les affaires intérieures. On parlait de l'électrification de l'université à Ouagadougou, vous voyez. C'est peut-être pas la climatisation. La climatisation, mais on peut considérer que l'Union européenne peut apporter quand même un certain nombre d'aides aux universités, donc sur des projets concrets d'irrigation, de développement très local. Et donc je crois que ces projets sont très importants pour l'Afrique, parce que, je veux dire, comme vous le dites, que l'option militaire n'a jamais réglé définitivement une situation. Il faut qu'elle soit assortie d'une option économique, d'un dialogue politique très important. Et d'ailleurs, quand je regarde votre carte, il est très clair qu'il faudra aussi, nonobstant les règles constitutionnelles de l'Algérie, qu'on règle aussi, parce que ces deux pays ont un rôle essentiel, notamment parce qu'on parle de la politique migratoire. La Libye, c'est un pays en plein chaos institutionnel. Eh bien, je crois que ces deux pays aussi doivent collaborer avec ces pays pour permettre effectivement un meilleur développement et un meilleur contrôle des flux migratoires. Justement, Emmanuel Macron était tout récemment en Algérie. Quel est le rôle de la France dans la mise en place de cette coordination et dans l'appel peut-être d'autres forces aux côtés du G5 Sahel aujourd'hui ? Le rôle de la France dans cette affaire-là, c'est le rôle primordial d'essayer de mettre en place des structures qui vont permettre à s'agissant du G5, qui va permettre à des forces disparates de travailler ensemble. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, on est au début du processus. Hein. Moi, je pense, c'est mon sentiment. Je pense que la réalité, c'est qu'il faut isoler le Mali. Pourquoi ? Parce que le Mali peut parfaitement faire une jonction demain si elle arrive à passer, si en tout cas ces organisations terroristes arrivent effectivement à envahir d'une certaine manière ou à mettre en difficulté le Niger, à faire une jonction avec Boko Haram. Il ne faut pas oublier que sur le continent africain, vous avez plusieurs organisations terroristes. Vous en avez qui sont un petit peu en déclin, comme on l'a dit tout à l'heure, Boko Haram, et vous en avez qui montent, c'est Al-Shabaab en Somalie, où vous avez une recrudescence d'attentats aussi meurtriers que d'autres, effectivement, attentats dans le monde. Vous avez aussi l'État islamique. On n'en parle pas, mais l'État islamique est également présent en Libye, aussi en Tunisie et un petit peu en Algérie. Même si aujourd'hui ils sont globalement bien contenus, n'en demeure pas moins que c'est aussi avec le redéploiement de ces djihadistes qui quittent aujourd'hui la Syrie, peut-être un potentiel foyer d'accueil. Donc on a un certain nombre de difficultés. Je ne parle pas de l'Égypte, je ne parle pas du Yémen, mais nous avons un certain nombre de foyers. C'est la raison pour laquelle la France a véritablement besoin de nouer des contacts, y compris avec les États-Unis d'Amérique qui sont également présents. Il y a à peu près 4000 soldats américains à Djibouti, avec des moyens matériels de renseignement, des moyens aériens, de sorte à vraiment contenir cette menace et ensuite, parallèlement à ça, engager des vraies politiques économiques, sociales. André Bourgeot.
Oui, je voudrais souligner la chose suivante. Je crois qu'il y a un élément nouveau qui me paraît extrêmement important. C'est qu'on dit qu'il y aurait, après la défaite de l'État islamique en Irak, qu'il y aurait environ 6000 djihadistes qui seraient susceptibles de venir sur le continent africain et plus particulièrement dans l'espace saharo-sahélien. Supposons simplement qu'il y ait 30% de ces 6000 qui reviennent. C'est quelque chose d'énorme. 30% simplement dans l'espace saharo-sahélien. Ça va nécessairement renforcer la tendance de l'État islamique qui existe. Elle existe aussi au Mali. Oui, ce serait 2 fois plus que ce qu'il y a actuellement dans la zone. Donc, comment le G5 Sahel, qui encore une fois n'est pas homogène, puisqu'il fonctionne selon des critères diplomatiques et juridiques très différents, va pouvoir s'affronter à ce genre de problème. On a beaucoup évoqué cette réunion du 13 décembre à Paris avec donc Emmanuel Macron, différents partenaires du G5 Sahel, Angela Merkel également qui était présente pour participer, relancer le financement de l'opération. On va écouter ce que disait Emmanuel Macron à l'époque sur l'état de cette guerre au Sahel avant de l'entendre à la tribune en direct dans quelques instants. Il nous faut gagner la guerre contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Or, elle bat son plein. Il y a des attaques chaque jour, il y a des États qui sont aujourd'hui menacés et il y a une réelle présence de ces terroristes. Et donc on veut intensifier l'effort avec cette forme nouvelle, en partenariat justement avec l'Union africaine et les États africains présents. C'est tout cet objectif. C'est pour ça que nous aurons des victoires au premier semestre 2018. Des victoires au premier semestre 2018, je vous vois déjà tiquer, André Bourgeot. Oui, enfin, est-ce que ce n'est pas une déclaration d'intention ? Concrètement, comment on va pouvoir, comment le G5 Sahel va pouvoir créer les conditions de modification des rapports de force politiques et militaires dans le contexte que tout le monde vient de décrire. Ça me paraît complètement impossible, d'autant que sur le plan opérationnel, l'Arabie Saoudite dit on va mettre 100 millions, etc. On attend les 100 millions. Les Émirats, 30 millions par exemple. Voilà, c'est ça. Donc c'est des promesses, mais le temps de mettre ça en œuvre, les forces de l'État islamique en provenance d'Irak sont beaucoup plus rapides dans leur mobilité et dans les conditions de leur arrivée sur le continent africain au Sahel que la mise en œuvre du G5 Sahel dans ses aspects opérationnels. Les différentes temporalités. Je voudrais évoquer un problème, c'est celui de l'Europe. La France aujourd'hui est la seule, à part quelques petites contributions ici ou là. Je disais, il y avait Angela Merkel qui était présente le 13 décembre. La présence, on a coché une case, c'est tout. Et la France est la seule à supporter le poids de ces opérations-là, ces opérations sur le terrain. Et je crois qu'on parle de défense européenne, la défense européenne n'existe pas encore, malheureusement, mais il s'agit là de la défense de l'Europe. Ce n'est pas la défense européenne, c'est la défense de l'Europe. Et je ne comprends pas, je ne peux que constater que les pays européens ne sont pas assez engagés dans une affaire comme celle-là. Et la France est seule, et les pays européens apportent une contribution tout à fait minime. Là, il y a 50 millions d'euros qui sont promis par l'Union européenne. 50 millions d'euros, ça va changer la face des choses. Contre 8 pour la France, effectivement, sur un budget de 400 millions à terme. Oui, un budget de 400 millions. Un premier progrès, une première progression. Vous dites il n'y a pas de défense européenne, c'est la défense de l'Europe, c'est vrai. Mais au cours des 2 dernières années, il y a quand même eu une tentative, on l'a vu récemment au dernier Conseil européen, de créer ce qu'on appelle une coopération structurée permanente, qui est un premier pas vers la création d'un nouveau type de défense européenne, même si naturellement cela mérite d'être concrétisé sur le terrain. Et vous avez tout à fait raison de souligner que c'est la France qui porte le projet, mais je crois que les autres pays doivent aussi souverainement, individuellement, soutenir cette opération parce que c'est leur propre liberté, leur propre sécurité. Mais c'est la sécurité de l'Europe. Vous avez une nouvelle frontière de l'Europe qui se trouve à Agadez. Oui, puisque ça c'est au nord, donc c'est dans le septentrion nigérien, puisque quand je dis nouvelle frontière de l'Europe, c'est pas simplement par provocation ou par symbole. C'est vrai qu'il y a eu des négociations qui se sont faites entre les autorités nigériennes et le contrôle de l'immigration à Agadez. D'autant qu'à Agadez, il y a l'Organisation internationale des migrations qui s'y trouve. Donc, c'est quand même le carrefour, c'est le lieu de dispersion de tout ce que l'on veut. Donc, est-ce que, c'est une question que je pose, peut-être que j'ai la réponse, est-ce que Agadez n'est pas de facto une nouvelle frontière de l'Europe ?
Et puis, sans oublier le Maroc, qui aujourd'hui est aussi un pays qui permet à un certain nombre d'Africains d'Afrique subsaharienne d'avoir accès au Maroc sans visa. Et on sait bien que le Maroc, sur les secteurs de Melilla et quelquefois de Tanger, sont des points de passage pour l'accès à l'Europe. Donc là, il y a un vrai sujet. Il faut aussi rappeler que dans le cadre de ce G5, les pays, en tout cas les forces militaires, ne sont pas tout au même niveau. C'est-à-dire que vous pouvez compter sur la Mauritanie, qui a globalement une bonne armée, une armée efficace. Au Tchad aussi, qui ont fait leur preuve avec Boko Haram. Et puis vous avez d'autres armées totalement défaillantes, faillies, pas formées, mal équipées. Et je pense que l'enjeu, il est là aussi. C'est d'avoir vraiment, de mettre à niveau le G5 et d'avoir vraiment des États qui participent au même niveau, avec un même niveau d'implication militaire. Et là encore, j'y reviens, c'est le rôle de la France aussi de former, d'accompagner ces armées individuellement, enfin en tout cas chaque pays. Les pays européens forment. Au Tchad, par exemple, il y a, je ne me souviens plus du sigle, mais il y a une formation qui comprend des Allemands, des Belges et des Anglais, je crois, qui sont chargés de la formation au Mali. Bon, mais seulement le reste. L'armée malienne est formée au moins par 5 ou 6 pays occidentaux. Donc, est-ce que c'est véritablement une formation cohérente qui permet de restaurer une armée nationale républicaine? Ils sont formés par les Allemands, ils sont formés par l'Algérie, ils sont formés par la France, ils sont formés aussi, je crois, par les Italiens. Donc, avec une telle diversité de formation, avec du matériel militaire diversifié aussi. Donc, est-ce que ça peut créer les conditions d'une cohésion? Et encore une fois, parce que l'armée malienne n'a plus une conception particulièrement nationale et républicaine de sa fonction. Est-ce que ça peut créer des conditions, celle-ci? Question rhétorique, j'ai l'impression. Comment l'armée malienne peut contrôler ou être présente, sans parler de contrôle, sur 1376 km de frontières communes avec l'Algérie? Comment? Je pense que le Mali, c'est vraiment le maillon faible. Tout à fait. Personne ne veut véritablement s'impliquer au Mali parce qu'au Mali, il n'y a pas d'enjeu économique. Enfin, vous me passerez cette expression, mais il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'uranium. Et donc, du coup, l'implication d'un certain nombre de pays qui vont envoyer quelques soldats formateurs s'arrête là avec des kalachnikovs plus ou moins usés, avec très peu de munitions, avec très peu du matériel vétuste. C'est pas un enjeu. Or, quand on l'a dit tout à l'heure sur le trafic, notamment le trafic de stupéfiants et de cocaïne, qui arrive par des cartels colombiens et qui ont complètement corrompu les généraux et qui font passer effectivement, on sent qu'aujourd'hui il n'y a pas une porosité mais une espèce d'alliance entre les trafiquants et les terroristes, les uns effectivement qui sécurisent des points de passage et les autres qui financent. Ce sont ces trafiquants qui financent ces organisations terroristes. Donc le Mali apparaît véritablement aujourd'hui comme le maillon faible. Général Lanata. Il faut revenir à la zone sahélique. Comme vous le dites, c'est là-dedans que se produisent tous les trafics, la drogue, trafic d'humains, etc., armes et autres. Les groupes qui agissent là-dedans sont des groupes qui sont mobiles et qui sont coordonnés entre eux, bien qu'ils fassent partie d'organisations différentes. Il faut mettre en place, en phase 2, des formations cohérentes, qui sont organisées, qui ont des états-majors communs, qui sont capables d'établir des plans d'opération communs. Et aujourd'hui, le G5 n'en est pas encore là. Et ils sont loin d'être là. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, on l'a évoqué, cet enjeu également de l'immigration, des migrations, cette frontière que vous disiez à Agadez. Le Niger a fait partie de ces pays qui ont accepté les hotspots, c'est-à-dire de faire un tri en amont avant d'arriver en Europe. Je vous vois, Patrick Martin-Gagné, déjà réagir sur l'efficacité peut-être de cette mise en place de ces centres de tri, si l'on peut dire, des réfugiés, des migrants. Écoutez, c'est au moins un progrès des hotspots qui ont été mis en place également par l'Union européenne. Il n'y a pas que là, il y en a aussi en Turquie, il y en a ailleurs. L'objectif, c'est effectivement, vous savez, on avait passé un accord avec la Turquie, alors ça concerne plutôt l'autre partie, Moyen-Orient, Turquie, etc. Mais c'est quand même un premier effort, et effectivement, essayer de distinguer le plus en amont possible l'immigration purement économique. Je rappellerai quand même qu'en Europe, on va avoir besoin d'une immigration économique. Regardez l'Allemagne, la population active vieillit considérablement. Je rappellerai que les Turcs en Allemagne, c'est dans les années 60
60 que les Allemands sont allés les chercher parce qu'on avait besoin d'une politique d'immigration. Effectivement, donc c'est une immigration choisie, ce dont a parlé récemment Emmanuel Macron. Et il faut distinguer donc l'immigration économique et les personnes, les réfugiés politiques. La protection internationale est subsidiaire. Il faut donc faire la distinction. Et l'objectif de ces hotspots, c'est effectivement de faire autant que faire se peut en amont cette distinction pour essayer effectivement d'accélérer l'étude des demandes d'asile ou d'immigration économique. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que c'est pas évident. Il faut envoyer du personnel sur place. Il faut pouvoir travailler efficacement. Et donc c'est la difficulté. C'est un premier progrès. Naturellement, il est encore insuffisant. Mais je crois qu'effectivement, c'est une volonté. Mais alors là, pour le coup, également de l'Union européenne qui se manifeste de pouvoir donc financer et donner des moyens matériels à cette fin, sachant que l'immigration, c'est chaque pays qui doit donner son accord et pour les réfugiés. Et juste, nous sommes toujours en direct évidemment de Niamey. Cela semble maintenant imminent. Les différentes personnalités sont en train de s'installer dans cette salle. En attendant, les présidents français et nigériens, Emmanuel Macron et Mahamadou Issoufou, qui vont arriver pour s'exprimer. Vous vouliez réagir sur ce point, Drissa Youssef? Réagir, le sujet lié effectivement à l'immigration. L'immigration, elle est importante parce qu'il y a des défaillances, parce qu'il y a des États faillis, parce qu'il y a des dictatures qui s'installent, parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement dans un certain nombre de pays. Donc la meilleure manière de diminuer, de réguler cette immigration, c'est évidemment de participer au développement aux côtés des Africains, au développement de leur propre pays. Voilà. Ça, c'est la clé, finalement. Et est-ce que l'effort est suffisant? Alors, on sait que beaucoup réclament une part du PIB pour le développement à 0,7. La simple promesse, pour l'instant, d'Emmanuel Macron, c'est 0,55 à l'horizon 2022. Mais pour l'instant, la France n'atteint pas cet objectif. Je crois que la Norvège ou le Royaume-Uni, je crois, atteint cet objectif, mais très peu de pays atteignent ce chiffre de 0,5% du PIB. C'est pas le sujet, vous dites? Mais non, mais ce n'est pas le sujet.